Bonjour, je m'appelle Isabelle Sansonetti et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast Injonction et Bistouri. Pour cet épisode, à écouter en 2 parties, j'ai rencontré l'anthropologue David Le Breton, auteur du passionnant essai Des visages, tout juste réédité chez Métellier. Se faire opérer, c'est reprendre le contrôle de son existence ou céder à la tyrannie de l'apparence. La chirurgie esthétique peut certes bousculer la singularité d'un visage, mais la vieillesse aussi finit par le transformer. Micro. Alors David Le Breton, nous avons plusieurs fois échangé sur la médecine et la chirurgie esthétique quand j'écrivais au magazine Elle. Pensez-vous qu'aller se faire lifter ou injecter, c'est une manière de garder le contrôle de sa vie ? Oui, c'est évidemment une manière de contrôler son existence. En fait, en voulant modifier son corps, on veut souvent modifier sa vie ou la retenir en tous les cas. Et en intervenant notamment sur le visage, évidemment, le visage étant le lieu essentiel de l'identité, c'est-à-dire le lieu à travers lequel on est reconnu, on est nommé, on est assigné à un sexe, à un âge, à une séduction, etc. Il est clair qu'intervenir donc en matière de chirurgie ou de dermatologie esthétique sur son visage, c'est une manière de vouloir rester à la hauteur de ses désirs, en tous les cas envers les autres, de chercher une reconnaissance qui ne diminue pas avec le temps qui passe. Et puis les autres interventions touchent évidemment des lieux très sexués, entre guillemets, du corps. Comme les seins, vous voulez dire. Voilà, s'agissant en tous les cas du corps des femmes, mais bon, on sait aussi que les femmes incarnent la clientèle immensément majeure, si je puis dire, de la chirurgie esthétique. Je crois que c'est 95%, un truc comme ça. Donc effectivement, ce sont les seins, les cuisses, le ventre, quand on veut enlever de la graisse, etc. Bon, les latino-américains parlent d'ailleurs de liposculpture. Je ne sais pas si c'est... Si. Là, ça rentre c'est lipoaspiration et liposculpture. Les chirurgiens aiment bien parler de liposculpture. Je me souviens d'affiches en Amérique latine où on avait vraiment l'impression que le chirurgien allait sculpter le corps de la femme avec la graisse qu'il allait lui enlever. Et lui remettre ailleurs. Ailleurs. C'était vraiment ce que dégageait l'image des affiches. Alors on recourt à la médecine ou à la chirurgie esthétique pour se réconcilier aussi avec son image. Oui. Mais à l'heure où beaucoup d'entre nous passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux comme Instagram, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'aller faire un traitement pour se trouver plus beau ou plus jeune sur la photo, mais sans forcément y trouver son compte et se retrouver en paix avec soi-même ou plus serein avec soi-même? Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de jugement de valeur et souvent, je suis obligé de défendre, si je puis dire, la chirurgie esthétique avec des journalistes, par exemple, qui me disent les femmes font tout ci ou tout ça, etc. Moi, ça me paraît un peu... On n'est pas là pour juger le monde et puis, en l'occurrence, ça ne blesse personne d'autre, à la limite que ces femmes qui ont mal mesuré l'impact d'une transformation de son corps. Donc, à travers ces interventions, effectivement, il peut y avoir des déceptions. Et d'ailleurs, bon nombre de chirurgiens esthétiques le pointent avec rigueur. Il y a Maurice Mimoun, par exemple, qui s'est souvent exprimé là-dessus avec infiniment de sensibilité et de justesse. Effectivement, on a au départ un fantasme que la confrontation avec le réel risque de décevoir, évidemment. Parce que souvent, d'ailleurs, bon nombre de ces femmes sont aussi en quête d'une réparation de leur histoire personnelle, de leur enfance, une volonté de se détacher d'un père ou d'une mère ou autre. Et bien entendu, c'est pas dans une action de quelques minutes, de quelques heures, en tous les cas, c'est pas avec une action aussi brutale sur le corps. Je crois qu'on peut exorciser les plaies qui sont à l'intérieur de soi. De mon point de vue, en tous les cas d'anthropologue, c'est plutôt un travail au long cours, un travail de réflexion sur soi-même. Ceci dit, je pense aussi que parfois ça marche, et d'ailleurs on a aussi énormément d'exemples de femmes ou d'hommes qui se retrouvent en harmonie avec eux-mêmes, qui sont extrêmement heureux de leur choix et qui reprennent leur vie en main, du coup, Parce qu'évidemment, intervenir sur le corps, même si, à nos yeux, par exemple, ça peut paraître parfois des opérations dérisoires, souvent on ne voit pas la différence entre l'avant et l'après, c'est une banalité. En revanche, la personne qui se regarde, elle se sent complètement changée. Et à partir du moment où elle change son regard sur elle-même, c'est-à-dire où elle se sent plus heureuse, plus épanouie, elle va se comporter de cette manière, comme une femme enjouée, heureuse, etc. Les gens autour d'elle vont se dire, mais elle a changé, elle est
beaucoup plus sympathique qu'avant. Voilà, et donc finalement le charme va se dégager par ce qu'on appellerait en anthropologie oui, une efficacité symbolique. C'est-à-dire l'efficacité du sens, le fait de changer le regard sur soi, forcément ça change le regard des autres. Si on a l'impression qu'on est moche à cause du temps qui passe, etc., ben on se comporte de la même manière et les gens se disent bon, elle est beaucoup moins sympa qu'avant. Et c'est ça le paradoxe de la chirurgie esthétique, c'est qu'elle n'est qu'un détour. Ce qui est essentiel, c'est le ricochet sur l'existence qui fait que bon nombre de gens se sentent beaucoup mieux dans leur peau, mais que certains vont en effet regretter par la suite d'avoir cédé à cette tyrannie de l'apparence, de la jeunesse, etc. Mais bon, mais encore une fois, personne n'a le droit, à mon avis, de juger. Ah non, non, c'est vraiment pas le but, non, c'est sûr. Mais d'ailleurs, on critique facilement le recours au traitement esthétique quand il transforme un visage, mais la vieillesse aussi transforme un visage d'une manière qu'on n'est pas forcément obligé d'apprécier. Vous écrivez dans votre livre « Vieillir pour beaucoup d'Occidentaux, c'est perdre peu à peu son visage et se voir un jour sous des traits étrangers avec le sentiment d'avoir été dépossédé de l'essentiel. C'est donc légitime d'agir pour limiter les effets du temps qui passe. » Ah oui, là, je demeure en accord avec ce que j'ai écrit. C'est vrai que la chirurgie la plus brutale, c'est celle du temps qui passe et qui nous transforme et qui fait qu'on a du mal à se reconnaître un jour dans le miroir. Dans mon livre sur le visage, j'avais opposé le visage de référence à ce visage de la vieillesse. Le visage de référence, c'est celui qui nous a accompagnés presque toute notre vie, quoi. Mais il y a un moment dans notre histoire, manifestement, où on ne se reconnaît plus. Et je l'ai lu sous la plume, d'ailleurs, de beaucoup d'écrivains qui ont rédigé leur mémoire, par exemple, ce moment où on est confronté à un visage étranger dans le miroir et on voudrait en effet retenir le temps dans le fantasme de revenir à ce qu'on a perdu et ce qui, bien entendu, peut apparaître un leurre, mais un leurre relatif dans la mesure où une personne qui, de toute façon, fait un lifting va aussi se sentir mieux parce qu'elle va se sentir mieux accueillie, etc. Ouais. Donc oui, en ce sens, il est logique qu'on veuille retarder, non seulement par la chirurgie esthétique, mais par les cheveux, par toutes les techniques capillaires qu'on connaît aujourd'hui, le lifting, d'autres choses sans doute qui m'échappent, mais... C'est aussi lié à une certaine stigmatisation, entre guillemets, de la vieillesse dans nos sociétés. Il est évident que si on était dans des sociétés plus orientales, par exemple, où les personnes âgées jouissent encore, relativement, même si ça change, c'est bien, mais en tous les cas, d'un statut assez positif, c'est pas du tout le cas dans nos sociétés, évidemment. Passé 50 ans, justement, les femmes disent souvent qu'elles se sentent devenir transparentes. Je n'ai jamais entendu d'hommes dire ça, alors que j'ai entendu beaucoup d'amis le dire. Donc, c'est vrai qu'effacer ses rides ou lifter son visage, ça peut être un moyen de capter de nouveau les regards sur soi. Comme vous l'écrivez aussi, de coïncider de nouveau avec soi. Oui, alors là, vous évoquez finalement le statut différent des deux genres, le statut du corps pour les hommes et pour les femmes. Enfin, les femmes sont jugées, appréciées selon leur séduction, donc selon leur corps. On peut dire une femme n'est qu'au corps, elle vaut ce que vaut son corps dans les représentations sociales, alors que l'homme vaut par sa réussite sociale. D'où d'ailleurs ce qui a toujours troublé nos sociétés, c'est-à-dire des mariages avec des écarts d'âge vertigineux entre une jeune femme et un homme infiniment plus âgé, alors que le contraire choque. Oui, le contraire choque encore. Et j'ai entendu, même d'ailleurs le président brésilien, qui est vraiment un pauvre type absolu, mais en tous les cas se moquait de Macron en disant ce type qui a épousé une femme plus âgée que lui, d'un air de dire vraiment il doit être fou pour un truc comme ça. Et puis on se souvient aussi du scandale de Théo Sarapo quand il avait épousé Edith Piaf il y a longtemps, c'était dans les années 60 si ma mémoire est bonne, mais la presse s'était emparée l'avait jugé comme une sorte de gigolo qui voulait profiter d'une femme blessée par sa vieillesse et puis autres, voilà. Donc il y a cette différence de statut, l'homme vaut ce que vaut finalement son métier, sa réussite sociale, etc. C'est ce qui faisait dire d'ailleurs à Simone Signoret d'un homme qui vieillit, on dit il a de la gueule, d'une femme qui vieillit, on dit c'est une vieille peau. Et malheureusement, fort, mais malheureusement elle parlait en connaissance de cause, évidemment. Donc oui, il y a cette
Et on comprend qu'effectivement, même si ça pourrait paraître assez sexiste finalement, le propos que vous avanciez, qu'une femme se sent reconnue, et puis tout d'un coup, elle est malheureuse, après une quarantaine, une cinquantaine d'années, de ne plus être suivie par le regard des hommes, mais en même temps, ça fonde évidemment une identité dans un contexte, en tous les cas, de domination masculine. Une femme qui n'est plus regardée par les hommes a l'impression de déchoir, elle a perdu une part, en tous les cas, de sa valeur, même si elle a la valeur de son métier, etc. Le risque, évidemment, c'est qu'elle devienne elle se sente désormais plus une épouse ou une mère, et donc elle disqualifie une part de ce qui a fait aussi son rayonnement antérieur, son goût de vivre, le fait que, même si elle était mère ou épouse, elle était aussi une femme dans le regard des autres, et c'était absolument nécessaire de ne pas être cantonnée finalement à des vieux stéréotypes qui peuvent être vécus comme dégradants même. Encore plus aujourd'hui. Et encore plus aujourd'hui, oui. Néanmoins, quand on va faire un traitement de médecine esthétique pour essayer de se sentir de nouveau exister, on ne paraîtra jamais 20 ou 30 ans comme une personne qui a cet âge-là. En même temps, on peut ressentir une revanche, entre guillemets, contre le sort, contre l'inéluctabilité du vieillissement, etc. C'est une manière de reprendre la main, finalement. Donc, je ne sais pas, après tout, ça dépend aussi de la créativité du chirurgien, de son talent, et puis en même temps de la manière dont la femme va vivre la chirurgie. Si elle la vit avec déception, c'est sûr, à mon avis, de toute façon, elle se démolit elle-même, d'une certaine manière. Si elle est absolument ravie de se voir dans le miroir, même si ça ne correspond pas tout à fait aux 40 ans de l'état civil, je crois qu'elle a gagné, parce qu'elle va se comporter dans sa vie avec beaucoup plus d'allant, beaucoup plus de plaisir, de jubilation, et c'est la seule chose qui compte. D'ailleurs, finalement, la seule chose qui compte, c'est le goût de vivre. Et là, la chirurgie esthétique agit là-dessus. Et du coup, vous parliez tout à l'heure du visage de référence, et je me demandais si on a toujours l'impression, on se sent toujours plus jeune, que son âge chronologique. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui me disait, mais tu sais, certains matins, j'ai 18 ans. Mais il y a vraiment ce décalage entre ce qu'on voit dans le miroir et l'âge ressenti. Et est-ce qu'on pourrait aussi parler d'un âge de référence qui explique aussi qu'on ait envie d'aller mettre en accord ce qu'on voit, l'image qu'on voit dans le miroir, et puis ce qu'on se sent intimement... Oui, des études d'ailleurs montrent que quand on interroge les gens sur leur âge, ils ont tendance à se voir 10 ans plus jeunes qu'ils ne sont en termes d'état civil. Donc oui, finalement, on pourrait dire que la chirurgie esthétique, c'est une manière de rétablir cette coïncidence entre l'âge chronologique et l'âge, l'image de soi qu'on a. Je voulais citer Proust, évidemment, parce que Proust a toujours écrit les choses les plus belles sur n'importe quoi, d'une certaine manière. Et là, sur le vieillissement, il a une phrase fabuleuse et inoubliable qu'on vit tous de façon tragique. Il dit qu'une vieille personne, c'est un adolescent qui a longtemps duré. Voilà. Manière fulgurante de dire que chacun de nous se sent toujours l'adolescente qu'il a été. Et on est empêtré d'un corps dans lequel on ne se reconnaît plus. Et c'est la fin d'ailleurs du temps retrouvé. C'est le bal des masques, où tout le monde, où Proust ne reconnaît plus personne, et il s'aperçoit que plus personne ne le reconnaît. Et c'est là où il se dit finalement, oui, nous sommes tous des adolescents, mais à un moment donné, on nous dérobe notre visage. C'est la phrase magnifique de Lampedusa, dans Le Guépard. On meurt avec un masque. Pourquoi Dieu nous a-t-il imposé ce destin? On meurt avec un masque. Voilà. Et vous avez tout un chapitre dans votre livre Visage qui va être réédité d'ailleurs prochainement, sur des auteurs qui disent qu'ils ne se ressemblent plus. Enfin, c'était vraiment passionnant ce passage, justement, où vous aviez cité Le Guépard. Je les cite évidemment pour leur dimension anthropologique, parce que là, ce que dit Lampedusa, c'est absolument fulgurant. On se sent effectivement, à partir d'un certain âge, avec un masque, et tellement d'auteurs l'ont dit, dans des pays également très différents les uns des autres. Donc, il y a un sentiment de dépossession, effectivement, de défiguration aussi, qui naît avec le temps. Et puis plus on prend de l'âge, je crois, plus on devient attentif à ça, plus on mesure sans arrêt l'âge des autres en se demandant soi-même comment on est par rapport aux autres. Je crois que c'est vraiment une obsession qu'on a tous, toutes, à un moment donné dans notre vie. Justement le moment où on a l'impression que le miroir n'est plus est trompeur. Et quel impact la chirurgie esthétique peut-elle avoir sur la relation mère-fille? Parce que des filles disent regretter que leur mère ne vieillisse pas. J'ai une amie qui m'a dit l'autre jour, je pense que je n'aurais jamais recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique parce que ma mère en a tellement fait, je ne sais même pas à quoi elle pourrait ressembler. Et à l'inverse, des mères semblent chercher à rester aussi jeunes que leurs filles. Donc c'est complexe quand même.
On est dans l'ambivalence, effectivement, et là, effectivement, la relation mère-fille est la plus ambivalente de toutes, dans la mesure où beaucoup de mères veulent absolument ressembler à leur fille, une manière de la garder d'ailleurs, une manière de rompre avec le temps qui passe, une volonté de rester toujours jeune, puisque aujourd'hui, être jeune, c'est vraiment l'impératif absolu. Mais effectivement, ça trouble les rapports de génération, dans la mesure où les enfants ont du mal à ce que leur mère, ou voire leur père, mais leur mère surtout, demeure toujours aussi jeune et prétendent toujours finalement aller sur leur plate-bande, si on peut dire. C'est ça. Donc c'est un problème, c'est comment vieillir soi-même d'ailleurs, comment assumer son identité si l'autre, la mère, est toujours le miroir qui est devant soi. Donc à ce moment-là, vous avez deux attitudes, mais là, vous ne pouvez pas prévoir. Vous avez un certain nombre de filles qui vont se sentir, de femmes qui vont se sentir autorisées, justement, du fait des gestes répétés de leur mère, de changer leur visage ou leur corps. Donc voilà, c'est un mode d'emploi, finalement, pour vieillir correctement. Ma mère l'a fait, etc. D'autres qui vont dire non. Oui, Ça, c'est vrai, je refuse de faire comme ma mère, j'assumerai mon vieillissement, moi, contrairement à elle, je ne veux pas donner à ma fille une image aussi dégradée de la vieillesse, etc. Mais là, on est vraiment dans les histoires de vie, dans l'imprévisible. C'est très personnel. C'est complètement personnel. Vraiment... Mais on ne peut pas trancher, à mon avis. Mais si la mère veut ressembler à sa fille, à qui la fille va-t-elle pouvoir ressembler, quoi ? C'est ça le problème, c'est s'autoriser à devenir soi. Ça, c'est un problème quand même anthropologique majeur, quoi. Notamment pour l'entrée dans la vie, ce qu'on appelait autrefois l'adolescence, qui aujourd'hui est bien mise à mal, mais... Le recours à un traitement rajeunissant est parfois programmé pour éviter d'imposer aux autres un visage vieilli ou marqué. Et ça, j'ai déjà entendu des gens me dire c'est une politesse. Qu'est-ce que vous pensez de cette conception de la politesse? Oui, je ne veux pas la juger non plus, je la trouve belle, mais en même temps, il ne faut pas qu'elle soit tyrannique. Voilà, c'est ça. Parce que dans ce cas-là, c'est absurde, évidemment. Je crois que les autres autour de soi se moquent bien de notre vieillissement. Si ce sont des personnes, en tous les cas, qui tiennent à nous, ça n'a aucune importance, évidemment. Donc là, Mais par contre, on peut sentir que les autres s'éloignent, évidemment, pas du fait des circonstances de la vie, pas du fait du vieillissement. Mais des personnes peuvent se dire, c'est parce que je deviens beaucoup moins séduisante, je prends de l'âge, et ils n'ont plus envie de se promener avec moi, etc. Donc il peut y avoir des interprétations comme ça, mais qui permettent en tous les cas de maintenir le cap, d'essayer de garder le contrôle. Un bon usage social du sourire est de mise, écrivez-vous dans votre essai. Pensez-vous qu'il existe également un bon usage social de la médecine ou de la chirurgie esthétique ? Je me sens toujours réticent devant les jugements de valeur. Donc j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la bioéthique, etc. Donc mes combats, ce serait plutôt de ne pas utiliser des personnes vulnérables ou économiquement fragiles pour des prélèvements d'organes, pour des trucs comme ça. Bon, là, je sais que je suis contre les libertariens, ceux qu'on appelle les libertariens, qui considèrent que chacun peut faire ce qu'il veut de son corps et qu'une femme peut porter l'enfant d'un autre, ou un travailleur vendre l'un de ses reins, etc. Ils trouvent ça légitime. Voilà, ce serait la liberté. Moi, je ne crois pas du tout à la liberté dans ce genre de choses, même si en même temps, on ne peut pas avoir une position simple, parce qu'on empêche ces gens-là, effectivement, d'avoir 3 sous, peut-être, pour ne pas mourir de faim ou pour élever leurs enfants. Mais pour le reste... Je pense que même pour le pire, entre guillemets, c'est à chacun de choisir. On peut être confronté à une greffe du cœur et puis dire non, je ne le ferai pas. On peut avoir un cancer et dire non, je ne ferai pas les traitements, ils vont trop me démolir, etc. Donc on peut dire aussi, j'ai envie de faire un lifting. Et je me sens mal pour juger. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de bons usages. Le bon usage, finalement, ce sera celui qui sera déclaré tel par la personne après son opération. Voilà, que ce soit de la chirurgie esthétique ou une greffe du cœur, qu'est-ce qui va se passer après ? Parce qu'en fait, moi je vous posais la question parce que c'est souvent un jugement, les gens ont tout de suite un jugement de valeur sur la chirurgie, la médecine esthétique. Et ce qui est drôle, c'est que de toute façon, les femmes, notamment les femmes, évidemment c'est un peu sexiste de toujours parler des femmes, mais elles représentent, comme vous l'avez dit, la majorité de celles qui y ont recours. Si elles y vont, elles ont tort. Si elles n'y vont pas et qu'elles restent vieilles avec leur ride, elles ont tort. Donc de toute façon, il n'y a pas de bon. Là, vous avez absolument raison. Là, c'est l'ambivalence, c'est la tyrannie de l'apparence dans les deux cas. C'est la tyrannie de l'apparence
apparence. Un certain nombre de femmes y cèdent et veulent vivre dans une éternelle jeunesse. D'autres sont des femmes combattantes et qui refusent ces exigences, ces impératifs, mais en effet qui peuvent parfois en payer le prix à travers une relative stigmatisation, parce qu'elles assument leur vieillesse, elles sont heureuses de vieillir, et des gens plus jeunes qui ne savent absolument pas eux-mêmes comment ils vivront leur vieillesse, risquent en effet de les dénigrer. Et alors vous analysez ce que peut signifier le manque de réciprocité dans une relation, quand par exemple l'un des interlocuteurs ne sourit pas. Moi, ce que j'ai remarqué par rapport à la médecine esthétique, c'est qu'il y a des personnes qui y ont eu recours et qui facilement vont essayer d'encourager leurs proches à y aller aussi. Alors est-ce que selon vous, une relation risque d'être moins réciproque si l'une y va et l'autre pas ? Je ne crois pas, parce que dans ce cas-là, ce serait une amitié bien précaire, bien fragile. Non, je pense que ça renvoie au goût de chacun, finalement. Donc, dans la vie quotidienne, si on est dans une relation d'amour ou d'amitié, si c'est simplement un truc comme ça qui fait séparation, ça prouve que les sentiments antérieurs étaient quand même bien superficiels. Les femmes qui ont décidé donc d'accepter leur ride disent sourire pour les faire oublier. Alors, du coup, c'est une bonne alternative au bistouri. Oui, c'est la première fois que j'entends ça, mais ça me paraît une bonne stratégie en tous les cas. Mais bon, le sourire est une stratégie toujours, de toute façon. Effectivement, ça fluidifie la relation, ça apaise, ça donne confiance, etc. Donc effectivement, dans ce contexte-là, comme dans des milliers d'autres contextes, comme disait Irving Goffman, le sociologue américain, quand vous ne savez pas à quoi faire, souriez. Ah oui. Alors, toujours dans votre livre qui va être réédité, Des visages, vous écrivez « Le visage est un mi-dire ». Mais est-ce qu'il ne dit pas au contraire beaucoup quand les autres y perçoivent qu'on a eu recours à certains traitements ? Est-ce que, du coup, ils ne vont pas y détecter peut-être une estime de soi fragile, mais en même temps, est-ce que ça finalement aide l'autre à nous déterminer, le fait qu'il voit certaines choses dans notre visage ? Comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres. Là, on n'y échappe jamais, on est en permanence sous le regard des autres qui nous jugent, qui nous évaluent, qui nous estiment ou nous méprisent en fonction de nos apparences, puisque malheureusement aujourd'hui, de plus en plus, c'est ça qui importe à tous égards, puisque on est vraiment plus que jamais dans une société du spectacle, une société de la distance, voilà. Donc le visage comme un mi-dire, ça renvoie au fait que une part de notre visage nous échappe, mais du visage de l'autre aussi nous échappe. Et c'est ça d'ailleurs qui induit le désir, qui induit une volonté de rejoindre l'autre. Je pense d'ailleurs que dans les relations amoureuses, c'est davantage la volonté de rejoindre le visage de l'autre que de rejoindre le corps de l'autre qui prime. D'ailleurs, dans mon livre, je cite 2 ou 3, je crois que c'est Anne Philippe ou d'autres auteurs, en tous les cas, qui évoquent ça, que finalement le plus fort du désir, c'est essayer de rejoindre l'énigme du visage de l'autre. Et on se donne à l'autre aussi pour ça. Je ne vois pas vraiment quoi, par exemple, intervenir sur son visage pour le changer un peu pourrait modifier ça. Ce désir d'abord parce que souvent on ignore que l'autre a son visage modifié, et puis si la personne le vit très bien, c'est encore une gomme, je veux dire, pour qu'on ne s'en rende pas compte. Alors non, je ne pense pas que ça altère, ou alors il faut que ce soit un peu caricatural, hein. Oui. Et là effectivement je me souviens de Roger Moore par exemple, parce que c'était assez rigolo, il jouait dans les James Bond après Sean Connery, et puis il a joué un peu trop longtemps, et donc il était contraint à des liftings, et on avait l'impression que son visage était complètement immobile, quoi. Il pouvait plus du tout, et donc ça faisait un peu rire, quoi. Enfin ça faisait un peu sourire parce qu'il avait quand même plus tout à fait l'âge de James Bond, et en même temps le lifting était trop, on avait peur qu'il sourie trop. Ça c'est un vrai sujet, tout s'effondre. Les traitements esthétiques et les acteurs ou les actrices. En même temps, c'est tout à fait légitime qu'elles essaient de combattre les effets du temps. Parfois, peut-être qu'effectivement, si leur visage est trop figé, elles vont se priver de certains rôles. Ou peut-être aussi, nous, spectateurs, on va peut-être pas rentrer dans les films de la même façon, parce qu'un visage très très figé dans un film d'époque, c'est un peu anachronique, et ça peut quand même faire sortir... Oui, c'est Anna Magnani, l'immense actrice italienne des années 50, 60, 70, et qui disait à son maquilleur « N'enlevez pas les rides, hein, j'ai mis toute ma vie à les faire. Hein. » Voilà, donc ma réplique absolument magnifique, mais évidemment d'une femme qui a les moyens, et en même temps pas les moyens, enfin elle a les
moyens économiques, elle est une star reconnue mondialement. En même temps, sans doute qu'elle risque de perdre dans sa carrière. D'ailleurs, l'un de ses films avec Marlon Brando, L'homme à la peau de serpent, est une méditation assez dure à cet égard. C'est l'amour d'un homme relativement jeune qui est incarné à l'époque par Marlon Brando, et Anna Magnani, qui est une femme justement qui n'est plus tout à fait dans le marché entre guillemets de la séduction, et leur amour va se heurter à une forme de violence. Un très beau film, très dur, mais quand je l'ai vu, je me suis dit chapeau à Anna Magnani d'accepter de jouer un rôle où elle n'est vraiment pas à son avantage, même si elle est toujours aussi séduisante, je veux dire, mais on voit l'écart d'âge entre Marlon Brando et elle. Voilà, et on a aussi beaucoup reproché, évidemment, les féministes ont beaucoup reproché à ces femmes qui procèdent à des chirurgies esthétiques de donner un mauvais exemple, entre guillemets. Je cite quelque part Cher, la comédienne et la chanteuse, qui disait peu importe l'âge que j'ai, ce qui m'importe c'est uniquement l'âge que je peux paraître, parce que sinon je vais tout perdre. Voilà, perdre ce sur quoi elle a vécu toute sa vie, c'est-à-dire sa séduction, son talent d'actrice, etc. Mais elle fait partie aussi des comédiennes, ou elle a fait partie des comédiennes, avec Jane Fonda notamment, qui sont stigmatisées parce qu'elles refusent de vieillir, elles recourent à tout un tas de stratagèmes. Et un certain nombre de féministes n'aiment pas ça du tout, parce que pour elles, c'est se plier évidemment à la domination masculine, au regard des hommes, oubliant qu'il y a aussi le regard sur soi, et puis... C'est sûr, parce qu'il y a tout un nouveau courant de body positivisme où on encourage les femmes à s'aimer, ou en tout cas les personnes à s'aimer comme elles sont, s'accepter comme on est. C'est une idée magnifique et ça nous simplifierait la vie parfois. Et en même temps, il ne faut pas non plus que ça devienne une nouvelle injonction. Non, bien entendu, mais globalement, je pense que chacun s'y retrouve d'une certaine manière, parce que finalement, il n'y a pas que la chirurgie esthétique pour rester dans sa vitalité, dans sa jeunesse. Il y a énormément de femmes qui recourent à des activités physiques, sportives. Il y en a énormément qui marchent d'ailleurs. Et puis, il y a plein d'autres choses qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler des sexygénaires, etc., etc. Manière de dire que les femmes sont aussi des battantes par rapport à ces injonctions qui voudraient qu'une femme n'ait plus aucune valeur à partir d'un certain âge. Au contraire, elle demeure absolument séduisante, elle a une sexualité qui n'a absolument pas été entamée par leur âge, mais c'est pas uniquement par le recours à la chirurgie esthétique. C'est par le recours à pas forcément des régimes alimentaires, mais en tous les cas, manger correctement, faire des activités physiques régulières, etc. Le monde est en train de changer aussi un peu à cet égard. Va être plus doux. Je sais pas, là, je ne sais pas, c'est tellement compliqué. Chères auditrices et auditeurs, à tout de suite pour écouter la suite de l'entretien avec David Le Breton.